Donc, j'aimerais vous parler de Chiron. Alors, comme je suis à l'IPSA, et même si j'y étais pas, je pars toujours de la réalité que nous connaissons, qui est astronomique. Et effectivement, vous avez ici sur le tableau la révolution orbitale de Chiron, qui est une planète qui a été découverte par un Américain, Kowal, il s'appelle Charles Kowal, ou Kowal, je ne sais pas comment on prononce, hein, K-O-W-A-L. Et cet Américain avait découvert, a découvert vraiment, le 1er novembre 1977, cette planète, dont on avait déjà vu des traces avant, puisque les premiers clichés remontaient à 1890. Donc vous voyez, c'est pas récent, mais ça a vraiment été, on va dire, activé, et découvert et démontré à partir de 1977. Donc ça fait que c'est une planète qui existe depuis longtemps. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas comment la nommer, puisqu'elle fait 166 km de diamètre, c'est pas beaucoup. Donc il y en a qui ont dit c'est trop petit pour être une planète. Il y en a d'autres qui ont dit c'est trop gros pour être un astéroïde. On a cru que c'était une comète à un moment donné parce qu'il y avait une traînée. Et en fait, on l'a baptisée planète. Et elle se situe donc, vous le voyez comme moi, entre Saturne et Uranus. Et alors, pourquoi l'a-t-on baptisée Centaure? Parce que son glyphe astronomique, c'est le K de Kowal, hein, du découvreur, et on a mis un petit rond en dessous pour dire Chiron, parce que vous savez que tous les glyphes astronomiques depuis le XVIe siècle sont des jeux géométriques entre des croix et puis des ronds ou des demi-ronds, ça dépend. Hein, ça c'est les jeux symboliques des hermétistes du XVIe, XVIe, XVIIe siècle. Et on a conservé ça, même encore aujourd'hui, puisque, vous voyez, on a rajouté ce petit cercle. Alors, donc ça c'est pour l'explication du glyphe. Ce que je peux vous dire, c'est que pourquoi on l'a associé au centaure, hein, les astronomes, parce que je pense que vous savez que on attribue un nom à une planète, c'est le choix d'un comité scientifique, hein, qui s'appelle, alors ça y est, je l'ai oublié, mais je crois que c'est UAE, enfin, c'est un sigle. Et il se trouve que, alors ça je ne le savais pas, je ne suis pas dans le comité, hein, mais que lorsqu'ils choisissent des noms, eh bien ils demandent à des experts en mythologie, des experts en astrologie aussi, mais ça ils ne le disent pas trop. Hein. Bon. Et donc ça fait que pour cette planète, il y avait à peu près 80 noms qui étaient proposés, et ils ont choisi Chiron. Pourquoi l'ont-ils choisi? Parce que c'est un centaure. Pourquoi ont-ils choisi les centaures? Parce que vous savez que les centaures, ce sont des êtres hybrides qui sont moitié homme, moitié cheval par les pattes. Et il se trouve que les centaures, parce que ce sont des moitiés chevaux, ils ont une tendance un petit peu sauvage, archaïque et débridée, où ils laissent aller leurs pulsions, comme un cheval qui a peur, hein, et qui s'emballe. Et ils l'ont associé à la planète parce que sa révolution orbitale est très elliptique et elle n'est pas dans le champ de l'écliptique. Hein. Donc ça fait qu'elle a une révolution orbitale, puisque c'est une ellipse très aplatie, hein, les deux foyers sont assez distants, et bien ça fait que si on fait une simulation de la révolution orbitale, elle reste bien sûr autour de l'orbite, mais ça part un petit peu dans tous les sens. Donc c'est un petit peu comme le centaure débridé, qui a une course un petit peu aléatoire et instable. D'où cette analogie. Voilà la raison de l'association, qui a été donnée, hein, de façon consciente. Après, on peut aller chercher dans l'inconscient pourquoi ils ont associé à cette époque de notre civilisation ce nom. Alors, on aurait beaucoup de choses à dire là aussi. Mais pour l'instant, je reste sur ce qui est conscient. Donc, ça, c'est pour le départ de notre rencontre. Alors, si je veux aller un petit peu plus loin maintenant, il se trouve que vous voyez que nous avons donc en rouge Chiron, et Chiron, à un moment donné de sa course, eh bien, alors sa révolution orbitale, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est à peu près 50 ans. Hein. Et donc, lorsque dans sa révolution, on va dire qu'il arrive donc à son aphélie, hein, c'est-à-dire au point le plus éloigné du Soleil, hein, dans sa course, eh bien, il est proche de la course d'Uranus.
Hein. Et donc, oui, je peux vous le dire tout de suite, si ça marche. Donc, lorsqu'il est proche de notre ami Uranus que vous voyez là, eh bien, en projection tropicale, hein, vous me comprenez bien, il est dans ce qu'on appelle le signe des Béliers. Et là, eh bien, il va rester assez longtemps. Parce que, on est bien d'accord, vous qui êtes en physique, la vitesse de la planète ne change pas. C'est la même vitesse. Hein. Il n'y a pas d'accélération ou de décélération. Mais il se trouve que si vous avez le repère que vous voyez ici avec le cadran et la croix, eh bien, dans la course de Chiron, il va passer beaucoup plus de temps en trajectoire ici que dans ce cadran-là et ce cadran-là. C'est mathématique, ça va. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il reste longtemps en Bélier. Et c'est pas parce qu'il ralentit, c'est parce qu'il a une course plus grande à parcourir. Voilà, c'est clair dit comme ça, hein. Alors que ici, lorsqu'il va être dans le secteur de la Balance, hein, en projection toujours tropicale, hein, eh bien, comme il a moins de trajets à parcourir, on a l'impression qu'il accélère. Non, il accélère pas. C'est simplement qu'il a moins de trajets à parcourir. Hein. Donc ça fait qu'il reste moins longtemps dans ces signes-là qu'en Bélier où il va rester 7-8 ans. Voilà ce que je peux vous dire pour être clair. Hein. Donc si je reprends hop la course, on a bien compris que lorsque il va rentrer donc vers la Balance en projection, donc ici il va se rapprocher de la course de Saturne, il va dépasser Saturne. Et là, il va être à ce qu'on appelle sa périhélie, c'est-à-dire là où il est au moment de sa course le plus proche, du Soleil. Ça va? Bon, de toute façon, c'est clair, le Soleil est là. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en termes astronomiques? Oui, si j'amplifie maintenant ce que je viens de dire, parce que là, je l'ai dit de façon descriptive, hein, si j'amplifie, on est bien d'accord qu'il va y avoir des choses à étudier entre Chiron et puis Saturne et Uranus, puisqu'il se trouve être entre ces deux planètes. Hein. Et alors, si j'amplifie les choses avec les mythes, on est bien d'accord que Chiron, c'est quelqu'un qui essaye de rapprocher ou d'associer, oui, c'est ça, de relier, voilà, l'énergie de Saturne et l'énergie d'Uranus. Et nous savons tous que Saturne, c'est un des fils d'Uranus, on ne l'a pas oublié. Hein. Chronos est un des fils d'Uranos. Et ce qui est intéressant, si maintenant j'essaye de comprendre en quoi Chiron fait la conjonction entre Uranus et Saturne, c'est que Uranus, c'est le dieu Uranos, c'est le ciel étoilé de Gaïa, vous vous souvenez. Donc Uranos, c'est un petit peu l'approche de l'infini, l'approche de quelque chose qui n'a pas de limite, le ciel étoilé. Hein. Je sais que pour nous, c'est une planète, mais chez les Grecs, c'est quand même le ciel étoilé. Hein. Donc, il y a ce côté infini qu'on a du mal à appréhender, puisqu'on est dans le céleste pur. Pour nous qui sommes terriens, c'est difficile à appréhender. Et puis vous avez Saturne. Alors Chronos, c'est complètement autre chose, Chronos, c'est le contraire, puisque c'est celui qui tranche, hein, il a tranché le zizi de papa. Hein. Donc c'est celui qui, dit mythologiquement, a séparé la Terre du ciel étoilé. C'est celui qui met de l'ordre dans le cosmos. C'est ça que ça veut dire, au-delà de la petite anecdote phallique. Hein. La vraie raison, c'est ça, c'est qu'il sépare les choses, il ordonnance, il met de l'ordre, et donc en faisant des séparations et des coupures, il met une frontière, une finitude aux choses. Il est donc dans une philosophie, on va dire, très différente de son père, puisqu'il est à l'opposé. Et donc, maintenant vous me voyez venir, Chiron, c'est celui qui essaye de relier notre côté fini, notre côté ancré, notre côté terrien, et notre côté céleste, notre côté vers l'infini. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai peut-être du mal à vous en parler déjà, c'est parce que Chiron, c'est l'archétype, dirais-je, l'image archétypique de ce qui nous permet en nous de relier nos tendances opposées, c'est-à-dire notre côté finitude, ancrage, terrestre, matérialité, et puis notre côté, notre engouement pour le céleste, pour l'infini, pour quelque chose qui nous dépasse.
Et l'humain, c'est l'association des deux. Hein? Donc, il y en a qui vont trop vers une tendance, ils sont trop dans le matériel, trop dans le terrestre, et ils en oublient le céleste, et donc ils croient que ce qu'ils voient, que ce qu'ils touchent, que ce qu'ils sentent. Hein? On en a des comme ça. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, sont happés par ce qui est un autre monde, qui échappe au terrestre, et alors eux, ils sont dans l'autre extrême, l'autre excès, et là-dedans, tu peux rencontrer plein de monde, tu peux rencontrer des astronautes, tu peux rencontrer des astronomes, tu peux rencontrer des services secrets, hein, tu peux rencontrer des spéléologues, tu peux rencontrer, vous comprenez, tous ceux qui trouvent, on va dire, monotone la vie quotidienne sur Terre et qui aspirent à autre chose et qui essayent d'en faire un métier ou d'en faire une activité. Il n'y a rien de négatif en ça. Hein. Si j'essaie de vous expliquer comment peut se jouer en nous les tendances opposées ou les énergies qui nous traversent. Il faut en faire quelque chose de ces énergies. Hein. Bon. Donc c'est en cela que Chiron est passionnant à étudier, hein, dans cette amplification. Donc voilà, là j'ai dit l'essentiel par rapport à ce que je voulais vous dire sur la course de Chiron et le lien avec Uranus et Saturne. La projection tropicale, je ne l'utilise pas trop ici, puis je la maîtrise peut-être pas complètement non plus. Soyons francs, c'est tellement riche.